Que se passerait-il si le simple fait de retirer un cerceau métallique d'un terrain de basketball modifiait littéralement l'anatomie interne des joueurs? C'est une question qui paraît un peu folle au premier abord, ouais. Ben oui, imaginez un peu la scène. On a le même ballon, la même taille de terrain, exactement les mêmes athlètes et le même temps d'effort. Et le même niveau de fatigue à la fin, pour le coup. Exactement. La seule chose qui change sur le terrain, c'est la présence ou l'absence de ce panier qui est accroché là à 3 mètres de haut. Et instinctivement, on se dit que ça ne devrait pas changer grand-chose à la musculature. C'est ça. La plupart des gens penseraient que, eh bien, courir, ça reste courir, non? Et que transpirer sur un parquet, ça développe les jambes de la même manière, peu importe ce qu'on regarde. Et pourtant, la science vient tout juste de prouver que cette intuition est totalement fausse. C'est incroyable. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur d'une toute nouvelle recherche qui démontre précisément ce phénomène. Et ça touche à une frontière vraiment fascinante en fait. Celle où la conception même d'un jeu, ses règles de base, dictent complètement l'adaptation biomécanique du corps humain. C'est fou de se dire qu'une règle dicte la biologie. Alors, l'étude qu'on va analyser porte un titre descriptif, assez long en anglais. On pourrait le traduire par attention, je prends ma respiration. Les jeux réduits avec panier sont significativement plus efficaces pour améliorer les paramètres de force neuromusculaire comparés aux jeux de possession de balles. Ouais, et le sous-titre précise que c'est une étude contrôlée, randomisée, chez de jeunes joueurs de basketball masculin. Voilà. Alors, pour être tout à fait précis, les chercheurs derrière ce travail colossal sont Jinshon Kao, Wirade Ekronaranchai et Jakrin Dwangkam. Une très belle équipe de recherche, oui. Ils ont publié ces travaux très récemment, le 1er septembre 2024. C'est dans le très respecté Journal of Sports Science and Medicine, volume 23, dans les pages 638 à 646. C'est du très solide, académiquement parlant. Absolument. D'accord. Décortiquons tout cela. Avant même de regarder les chiffres et les tableaux de l'étude, il faut qu'on pose les bases. Oui, parce qu'il y a un concept central à comprendre ici. C'est ça. On parle constamment de cette fameuse force neuromusculaire. Pourquoi est-ce que c'est présenté comme le saint graal absolu dans les sports d'équipe explosifs? Disons que la force neuromusculaire, ça dépasse vraiment la simple notion de volume. Tu vois l'image classique du culturiste qui soulève super lourd mais hyper lentement. Oui, les muscles très gonflés, très esthétiques. Voilà. Sur un terrain de basket ou de foot, avoir des muscles énormes, en fait, ça ne sert à rien si ton cerveau ne peut pas les activer en une fraction de seconde. Donc c'est vraiment une question de connexion entre la tête et les jambes. Exactement. C'est la capacité de ton système nerveux central à recruter le maximum de fibres musculaires d'un seul coup et de manière parfaitement synchronisée. Le fameux moteur de l'explosivité, quoi. C'est ça. C'est ce qui permet à un joueur de décoller brusquement du sol pour arracher un rebond ou d'accélérer sur son premier pas pour complètement déposer un défenseur. Ou même de s'arrêter net, non? Parce que freiner, ça demande de la force aussi. Tout à fait. Et ça nous amène d'ailleurs à la dimension clinique de cette force, qui est souvent ignorée mais qui est vitale. Tu parles de la prévention des blessures, je suppose. Oui, quand un genou lâche sur un changement de direction un peu brutal, ce n'est presque jamais un problème d'os. C'est un problème de réaction musculaire qui est trop lente. Voilà. Le système neuromusculaire, c'est vraiment notre premier rempart contre les traumatismes articulaires. Parce qu'au moment de la réception d'un saut, l'articulation subit des forces de torsion extrêmes. Absolument vertigineuse, oui. Une cheville ou un genou ne reste dans son axe naturel que si les muscles autour se contractent instantanément pour verrouiller l'articulation. Pour absorber l'onde de choc avant qu'elle ne casse le ligament. C'est le but. Donc, optimiser cette force neuromusculaire, c'est construire un athlète qui saute plus haut, certes, mais surtout un athlète beaucoup plus durable face aux impacts répétés d'une saison. D'accord, donc l'enjeu est énorme. Sachant cela, comment est-ce qu'on mesure concrètement si un simple petit jeu à l'entraînement, un jeu réduit, permet de développer cette force précise? C'est là que le protocole des chercheurs de cette étude devient vraiment ingénieux. Ils ont mis en place un essai contrôlé randomisé, donc le standard en or de la science. Ouais, sur une cohorte de 50 jeunes joueurs masculins qui évoluaient déjà à un niveau régional, donc des sportifs sérieux. Avec une moyenne d'âge très précise de 16,7 ans. C'est pas un hasard cet âge-là, si? Ah non, le choix de cet âge n'a rien de fortuit. À 16 ans et demi, le corps masculin traverse une fenêtre de développement qui est complètement unique. À cause des hormones, j'imagine. La testostérone qu'en pique, oui. Mais surtout, le système nerveux central a une plasticité incroyable à cet âge. Il apprend et s'adapte super vite. C'est ça. Le profil hormonal et neural permet des adaptations musculaires hyper marquées en très peu de temps.
Tester cette population, ça permet de voir des résultats très nets sur une courte période. Et pour garantir la solidité des conclusions, ils ont divisé ces 50 jeunes en 3 groupes bien distincts. Oui, un groupe contrôle et 2 groupes expérimentaux. Alors, détaillons un peu ce qui se passait sur le terrain pendant les 8 semaines de l'expérience. Ces jeunes ont eu 2 sessions d'entraînement supplémentaires par semaine, c'est bien ça? Ouais, calés très méthodiquement à 48 heures et 72 heures après leur match officiel du week-end. Pour être sûr que la fatigue du match ne vienne pas fausser les données du test. C'est malin. Très rigoureux. Le groupe de contrôle, lui, a juste continué sa vie normalement, ses entraînements classiques. Mais intéressons-nous aux 2 autres groupes. Moi, j'aime bien comparer ça à une recette de cuisine. Ah, vas-y, je t'écoute. Et les chercheurs ont pris les mêmes ingrédients de base pour les 2 groupes. Même temps de jeu, même taille de terrain qui était réduite, et des formats allant du 2 contre 2 au 4 contre 4. La base du small-sided game, le jeu réduit. Exactement. Mais ils ont retiré une seule épice pour l'un des groupes. Ils ont enlevé le panier. Ce qui est vers d'un détail, mais cette manipulation spatiale change la nature même du déplacement humain sur le terrain. Complètement. Dans le premier groupe, celui où on a gardé les paniers, les chercheurs ont ajouté une règle supplémentaire hyper intéressante. L'interdiction totale des tirs à 3 points. Ce qui est diabolique en fait. Bah oui, ça force tout le monde à s'entasser sous le cercle AC. Si tu ne peux pas tirer de loin, tu es obligé d'attaquer le panier de très près. Tu dois jouer des coups, tu dois sauter continuellement pour marquer au-dessus des défenseurs et batailler au rebond à chaque fois qu'un tir est raté. Donc l'intensité verticale devient le cœur absolu du jeu. C'est ça, le jeu se passe en l'air. Et de l'autre côté, on a l'autre groupe, le groupe axé sur la possession de balles. Eux, ils jouaient sans aucun panier sur le terrain. Et leurs règles pour marquer un point étaient complètement différentes. Oui, il fallait qu'ils réussissent 5 passes consécutives, sans aucune interruption et sans que la défense ne touche le ballon. Ce qui fait que la dynamique devient strictement horizontale. C'est logique, pour réussir 5 passes de suite sur un tout petit terrain, tu ne peux pas rester statique. Ah non, les joueurs doivent s'écarter au maximum pour créer des lignes de passe. Ils doivent multiplier les courses intenses, les appels de balles. Les feintes, les changements de direction hyper rapides pour fuir le défenseur. Le rythme cardiovasculaire dans ce genre d'exercice est extrêmement élevé. L'effort est indéniable, ils finissent complètement épuisés. Mais le type de contrainte mécanique imposée à leurs muscles et à leurs os n'a plus rien à voir avec le groupe d'avant. Exactement, le décor biomécanique est diamétralement opposé. Bon, le décor est planté, 8 semaines de cette fameuse recette. Les jeunes ont transpiré, ils ont couru, ils se sont donnés à fond. Et là arrive l'heure de vérité. Les mesures de fin de cycle. Et l'équipe de recherche n'y est pas allée avec de simples chronomètres ou des mètres de couturier. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Oui, ils ont déployé des plateformes de force ultra précises. Les systèmes Force Frame et Force Dex. C'est pour scanner la biomécanique des joueurs au millimètre près, c'est ça? Ouais. Ouais, ça permet une précision clinique. Ils ont d'abord analysé la force isométrique unilatérale. Isométrique, donc sans mouvement. C'est ça, la capacité d'un muscle à générer une tension maximale sans changer de longueur. Tu pousses de toutes tes forces contre une résistance qui ne bouge pas. D'accord. Et quels muscles ils ont ciblés précisément? Ils ont ciblé les fléchisseurs du genou, donc principalement les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse, et les extenseurs, c'est-à-dire les quadriceps à l'avant. Et ils ne s'en sont pas arrêtés là. Non, ils ont aussi analysé la puissance dynamique lors de vrais sauts verticaux, avec élan, le CMJ. Le saut avec contre-mouvement. Et de manière encore plus cruciale, ils ont mesuré les forces d'impact lors de tests de réception sur une jambe. Le test de maintien sur une jambe. Et c'est là que les données deviennent, franchement, sidérantes. Sidérante, c'est le mot. Le groupe qui a joué avec les paniers a connu des améliorations que l'on pourrait qualifier de massives pour un cycle d'à peine 2 mois. Ouais, on parle de seulement 8 semaines. Prenons la force isométrique des extenseurs du genou, les quadriceps. Ce groupe est monté à une moyenne de 287,7 newtons. C'est un chiffre énorme pour cette tranche d'âge. Et si on regarde le groupe qui a passé 8 semaines à faire le jeu de possession de balle, Ceux qui couraient comme des dératés pour faire leurs 5 passes, voilà, eux, ils ont plafonné à 231,7 newtons. On parle d'un fossé de plus de 50 newtons. c'est colossal. Et sur la puissance générée au moment du décollage pour les sauts verticaux, le groupe avec panier a atteint 42,5 watts par kilo de poids de corps. Contre combien pour le groupe possession? Un maigre 38,2 watts par kilo. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'absence totale de progression neuromusculaire chez le groupe de possession. Vraiment aucune. Aucune. Malgré un engagement physique intense, des sprints, des accélérations de folie, leur profil de force sur ces mesures spécifiques n'a montré aucune différence statistiquement significative avec le groupe contrôle.
Le groupe contrôle qui, rappelons-le, n'a rien fait de spécial pendant 8 semaines. C'est ça. Ça prouve que l'intensité cardiovasculaire ou la simple fatigue musculaire globale ne suffit absolument pas à déclencher une adaptation de la force explosive. Donc courir à sans faire exploser les poumons ne rend pas les jambes plus explosives pour autant. Non, il faut une stimulation mécanique très particulière, très ciblée. Les données sont implacables. Le panier fait toute la différence. Mais d'un point de vue physiologique, on se demande pourquoi. Oui, c'est la grande question. Comment le fait de regarder un bout de ferraille en l'air et de sauter pour l'atteindre reprogramme la force brute d'un muscle de manière aussi radicale par rapport à une course horizontale? L'explication physiologique, en fait, elle repose sur un mécanisme fondamental. On l'appelle le cycle étirement-raccourcissement des fibres musculaires. D'accord. Comment ça marche en pratique sur le terrain? Quand un athlète tente de capter un rebond contesté, il exécute un saut explosif maximal. Et le mouvement commence toujours par une flexion très rapide. Il se baisse avant de sauter? Voilà. Il fléchit violemment les hanches, les genoux et les chevilles. Et cette descente brutale, ça étire les muscles à une vitesse folle. Ce qui accumule de l'énergie élastique dans les tendons. Exactement. C'est exactement comme quand on tend la corde d'un arc à son maximum avant de tirer. Une tension accumulée qui ne demande qu'à être libérée instantanément. Et ça, c'est la phase de raccourcissement. Le système nerveux détecte cet étirement extrême grâce à des petits capteurs dans le muscle. Les fuseaux neuromusculaires, c'est ça? Oui, les fuseaux neuromusculaires. Ils envoient un signal d'urgence à la moelle épinière, genre « Attention, on s'étire trop vite ». Et la moelle épinière répond quoi? Elle renvoie instantanément l'ordre de contracter le muscle avec une force décuplée pour inverser le mouvement. C'est ce qui propulse le corps en l'air avec une telle violence. D'accord. Et ce cycle ultra rapide sollicite intensément les quadriceps pour la pousser. Oui, mais il demande aussi une activation massive des ischio-jambiers et des mollets pour que toute l'articulation reste stable pendant l'explosion. Donc si on revient à notre étude, le groupe qui jouait avec les paniers, à cause de cette fameuse interdiction des tirs extérieurs, Ils ont passé 8 semaines à déclencher ce cycle étirement-raccourcissement des centaines et des centaines de fois à chaque session. ils ont littéralement forcé leur système nerveux à devenir plus efficace. À recruter plus de fibres, beaucoup plus vite. C'est de l'apprentissage pur. Et pendant ce temps, notre pauvre groupe de possession de balles, eux, ils faisaient des courses horizontales à haute intensité. Ouais. Mais une foulée de course, même quand tu fais un sprint ou un changement de direction brutal pour fuir un joueur, ça ne génère pas du tout la même amplitude d'étirement profond. Ni la même exigence de contraction explosive verticale. Non. Donc le signal envoyé au système nerveux n'atteint jamais le seuil critique qui est nécessaire pour dire au corps « Ok, on doit construire une nouvelle force neuromusculaire ». Le corps est remarquablement économe, en fin de compte. Toujours. Il ne développe que ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la contrainte immédiate qu'il subit. C'est d'une logique implacable pour ce qui est de l'explosivité vers le haut. Mais l'étude révèle un autre point de données. Ah oui, celui sur la réception. Oui, au premier abord, c'est un casse-tête complet. Les plateformes n'ont pas seulement mesuré le décollage, elles ont aussi analysé l'atterrissage. L'absorption de la force. Et il se trouve que le groupe qui a vu sa force explosive augmenter de façon spectaculaire a vu la force de son impact au sol diminuer lors des tests. Ce qui semble contre-intuitif. Totalement. L'impact moyen est descendu à 1507,2 newtons pour le groupe avec panier, alors que le groupe possession, lui, encaissait des impacts beaucoup plus lourds. Mesuré à 1893,7 newtons, ouais. Mais attends une seconde. On pourrait logiquement se demander, si le groupe des possessions passe son temps à frémir brutalement sur le terrain pour éviter les défenseurs, leurs jambes devraient être habituées à absorber les chocs, non? C'est ce qu'on pourrait penser, oui. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'écrasent plus lourdement au sol que ceux qui passent leur temps à sauter? Ce paradoxe s'efface complètement dès qu'on s'intéresse à la proprioception et à la mécanique de survie du cerveau. Explique-nous ça. Courir et freiner horizontalement, ça développe une super capacité à dissiper la force cinétique vers l'avant, mais tomber d'un mètre de haut. Avec la gravité qui tire tout le poids du corps vers le sol. Exactement. Ça impose un stress mécanique vertigineux aux articulations. C'est un stress purement vertical. Et le groupe avec panier a passé des semaines à redescendre de ses sauts, et souvent en étant bousculé en l'air par des adversaires. Voilà. Leur corps a dû gérer des atterrissages instables, compliqués et potentiellement très traumatisants encore et encore. Donc le cerveau a réagi. Face à cette agression répétée, le système nerveux central n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter pour protéger l'intégrité de la structure osseuse. Pour pas casser la machine en gros. C'est ça.
le cerveau a reprogrammé toute la séquence motrice de l'atterrissage. Les joueurs du groupe avec panier ont, de manière totalement inconsciente, appris à augmenter la flexion de leurs hanches, de leurs genoux et de leurs chevilles au moment exact où le pied touche le sol. Ah, c'est un peu comme la différence entre lâcher une boule de bowling sur du béton ou la lâcher sur un matelas très épais. C'est la meilleure analogie possible, oui. Plus la matière cède et se déforme sous le poids, plus la force est dissipée doucement. Et cette flexion accrue des articulations, ça permet d'étaler la dissipation de l'énergie sur quelques millisecondes supplémentaires. Or, en physique de base, étaler un impact dans le temps, ça réduit considérablement le pic de force maximale. Donc la diminution des newtons mesurée par les chercheurs sur la plateforme, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la preuve d'une neuromécanique d'atterrissage qui est devenue beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus protectrice. Et à l'inverse, le groupe de possession a été épargné par ces sauts verticaux répétés pendant 8 semaines. Donc leur système nerveux n'a jamais reçu ce signal d'alarme de la chute verticale. Leurs muscles n'ont pas du tout été éduqués à plier profondément à l'impact. D'où des réceptions beaucoup plus rigides sur le test. Voilà. Les jambes restent un peu raides, et ça donne ces pics de force nettement plus dangereux qui ont été mesurés par les instruments. La machine humaine est vraiment une merveille d'adaptation ultra spécialisée, c'est dingue. Savoir que le corps s'auto-éduque à atterrir en douceur simplement parce qu'on l'oblige à batailler sous un panier. C'est intellectuellement brillant, et c'est surtout très rassurant sur nos capacités d'adaptation. Mais cette recherche n'a pas été publiée juste pour garnir une bibliothèque universitaire. Elle a des implications massives pour la réalité du terrain. Ah oui, c'est directement applicable? Les entraîneurs, les préparateurs physiques, tous ceux qui planifient des séances se retrouvent avec un mode d'emploi très clair. On ne peut clairement plus organiser un petit jeu réduit en se disant « Oh, ça fera simplement transpirer les joueurs et ça ira bien ». Non, le choix des règles dicte la mutation du joueur. La planification devient une véritable opération chirurgicale. L'objectif physique d'une période d'entraînement doit correspondre parfaitement à la contrainte spatiale qu'on met en place sur le parquet. Concrètement, si l'on souhaite forger l'explosivité d'une équipe, augmenter leur détente verticale, renforcer leur quadriceps, Et surtout, éduquer leur système nerveux à absorber les atterrissages pour protéger les ligaments croisés, ce qui est crucial. eh bien dans ce cas, le panier il est non négociable. Il faut forcer le jeu de proximité et les duels aériens. Tout à fait. Et en revanche, si le but de la semaine est de travailler la caisse, le système cardiovasculaire, d'améliorer la lecture du jeu horizontale, Le démarquage rapide et la fluidité des transmissions. voilà. Dans ce cas-là, retirer le panier et imposer des passes consécutives, c'est vraiment l'outil parfait. L'erreur, en fait, ça serait d'attendre des gains de force explosive avec un jeu de possession, ou d'espérer de la lucidité tactique horizontale au milieu d'une grosse bataille de rebond sous le cercle. Exactement. Les données de l'étude confirment cette séparation très nette des bénéfices. Mais attention, la démarche scientifique exige toujours une contextualisation stricte de ses propres découvertes. Oui, il faut garder l'esprit critique. L'étude présente des limites qui sont reconnues par les chercheurs eux-mêmes. Il est indispensable de les intégrer avant de généraliser tout ça à l'ensemble du monde sportif. Effectivement, une étude n'est jamais la vérité absolue sur toutes les populations. Quels sont les éléments de contexte qui pourraient nuancer un peu cette application sur le terrain ? La première limite majeure, elle concerne l'échantillon lui-même. Les 50 jeunes de 16 ans. Oui, nous analysons des résultats obtenus sur des jeunes hommes. Comme on l'a dit plus tôt, leur système neuromusculaire est en pleine explosion plastique. Donc la question de la reproductibilité se pose. Exactement. Est-ce qu'un groupe de professionnels de 28 ans dont le câblage neurologique est déjà complètement mature et dont le potentiel d'adaptation est déjà très exploité? Est-ce qu'ils afficheraient des progrès aussi spectaculaires en seulement 8 semaines ? Franchement, c'est peu probable. En tout cas, pas dans les mêmes proportions gigantesques. Et sans parler du fait que l'étude a été menée exclusivement sur des hommes. La physiologie féminine comporte des différences très notables. Notamment au niveau de l'angle Q, oui. L'angle formé par le fémur et le tibia, c'est ça ? Oui, cet angle influence énormément la mécanique du genou et la façon dont les forces d'atterrissage sont distribuées. Donc il serait un peu hasardeux d'appliquer ces conclusions à l'identique sans faire de recherche spécifique sur des athlètes féminines. C'est clair. Et il y a un autre point fondamental souligné par la rigueur académique de l'article qui concerne les mécanismes physiologiques dont on a parlé. Le cycle étirement-raccourcissement et la proprioception. Voilà. L'amélioration de ce cycle et le raffinement de l'atterrissage, ce sont des déductions biomécaniques très solides, très soutenues par la littérature scientifique. Mais elles restent déduites à partir de mesures externes, faites sur des plateformes de force. ah, donc on voit le résultat final de la force, mais on ne voit pas l'électricité dans le muscle. Exactement.
Pour prouver de manière irréfutable ce qui se passe à l'intérieur du corps, il faudrait aller brancher des capteurs directement sur les fibres musculaires. C'est ce qu'on appelle l'électromyographie, non? Les MG, oui. Pour confirmer l'activation nerveuse exacte, des études futures devront intégrer cette technique. Mesurer l'activité électrique des muscles en temps réel, ça permettrait de voir à la milliseconde près comment les quadriceps et les ischio-jambiers s'allument avant et pendant l'impact au sol. Ça transformerait nos hypothèses mécaniques en certitudes neurophysiologiques inébranlables. C'est le propre de la recherche au fond. Chaque réponse bien solide ouvre immédiatement la porte à de nouvelles explorations encore plus pointues. Toujours plus loin, oui. Et d'ailleurs, cette plongée au cœur de l'adaptation musculaire amène à une réflexion un peu plus conceptuelle qui dépasse assez largement les limites d'un simple parquet de basketball. Ah oui, c'est-à-dire? Eh bien, les données démontrent que la simple présence d'un objectif visuel, matériel et très concret, un anneau métallique à atteindre en hauteur, ça modifie le câblage profond de notre corps. C'est vrai. Face à une cible tangible, le système nerveux s'engage avec une violence explosive incroyable. À l'inverse, face à un objectif plus abstrait, comme juste conserver la balle ou faire circuler le jeu, le corps se met en mode endurance. Il s'active, mais il ne déclenche jamais ces mécanismes de force maximale. Voilà. Et on peut légitimement se demander dans quelle mesure nos autres potentiels humains sont-ils influencés par la matérialité de nos objectifs? C'est une excellente question philosophique. Est-ce qu'un but abstrait nous condamne, physiologiquement et mentalement, à l'endurance, alors qu'une cible physique, claire, palpable, a le pouvoir unique de déverrouiller notre véritable explosivité? C'est une réflexion super intrigante à garder en tête lorsqu'il s'agit de structurer n'importe quel défi, sportif ou non. Tout à fait. En tout cas, pour saisir vraiment toute la complexité des données statistiques de cette étude, c'est indispensable d'aller à la source. Absolument. Comprendre l'ingénierie détaillée des protocoles d'échauffement ou analyser la méthodologie expérimentale, ça demande de se plonger dans le texte. Il est donc vivement recommandé de lire l'article original des chercheurs Kao, Eakonaragyunchai et Duan Kam. Il est publié dans le Journal of Sport Science and Medicine et leur approche apporte vraiment un éclairage neuf et précieux à la littérature de la performance sportive. Et sur ce, rappelons également à tous de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour s'assurer de ne manquer aucune des prochaines explorations analytiques de cette profondeur. La matérialité d'un objectif façonne bien plus que la tactique, elle sculpte la réponse de notre propre biologie. À la prochaine! À très bientôt.